Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à l'échange épistolaire de deux femmes contemporaines qui, venues de deux continents différents, ont choisi de faire une partie de leurs études à Paris, puis d'y rester pour y vivre, y aimer et y travailler. L'une vient du Canada, de Calgary, c'est Nancy Houston. À l'âge de 20 ans, en 1973, elle a rejoint Paris pour terminer un cycle d'études. L'autre, c'est Leila Sebar, qui a quitté, elle, l'Algérie en 1962 au moment des événements et qui, après des études de lettres à Aix-en-Provence, a rejoint la Sorbonne. Toutes les deux font connaissance dans une brasserie parisienne, puis entre 1983 et 1985, s'écrivent des lettres dans lesquelles elles évoquent l'exil, un exil volontaire, les difficultés de vivre dans un pays qui n'est pas le leur, la condition féminine, la création littéraire, la vie à Paris. Voici une première lettre amusante par son thème. Le thème, c'est le papier sous toutes ses formes, le support qui reçoit, transmet, rappelle, conserve les notes griffonnées qui serviront ou ne serviront pas. Paris, 11 mai 1983. Leila Sebar écrit à Nancy Houston. Voici pour moi, et sans que je l'ai cherché ni provoqué comme de soi-même, le signe tangible, concret, matériellement voluptueux de l'exil. Ce papier gaufré qui ressemble au nylon cloqué des chemisiers que portaient nos mères dans les années 50. J'ai cru qu'il boirait toute l'encre et m'empêcherait de t'écrire. Chaque fois que je suis dans un lieu public, le papier me manque. J'aime écrire dans les cafés, les brasseries, surtout aux heures vides de la matinée et de l'après-midi, quand les garçons traînent ou se reposent. Je demande du papier. Si c'est une grande brasserie, on me donne du papier à en-tête sur lequel j'écris forcément une lettre d'amour et de connivence, toujours à la même personne qui l'égare quelques jours après, et je la reconnais justement à l'en-tête. Je la ramasse et je la mets dans un cahier d'écolier à couverture rouge qui me sert de journal intime. Mais ces temps derniers, je m'aperçois que je bourre ce cahier de papier de toutes sortes sans rien y écrire et cela dure depuis bientôt 6 mois. Je te reparlerai du journal intime. Donc, si je n'obtiens pas de papier du garçon, c'est un morceau de nappe, des papiers sucre, le dos de la note qui ne suffisent jamais. Si la patronne l'autorise, j'ai droit, comme aujourd'hui, à un papier dentelé, neuf, à motif floral en relief, de toutes petites pâquerettes avec un cœur au rond, agressif. Le garçon sceptique me tend la nappe pliée en deux. La patronne s'étonne. Qu'est-ce que la cliente va en faire? Est-ce qu'elle récupère pour chez elle? Et moi je me précipite, pour ne pas laisser au garçon le temps de commentaires qui vont me perturber, je me précipite sur le papier qui boit finalement, et je ne peux écrire recto verso. Ces papiers multiples, tout format, toute qualité, écrits dans tous les sens, souvent déjà utilisés, j'en ai partout, tout le temps. Et j'aime en retrouver un au hasard, le relire, pensant « il faut que je le garde ». Il rejoindra en attendant un emploi improbable les autres bouts informes n'importe où. Je crois que la mobilité de l'exil, je la retrouve aussi là, dans ces papiers instables, fébriles, empruntés dans le désordre aux lieux qui me retiennent dans une ville. J'oubliais de dire que ce qui n'est jamais la feuille lisse, conventionnelle du bloc de papier à lettres ou de la rame de papier à écrire, c'est aussi, si j'ai un journal, un coin avec un peu de blanc, une bande latérale ou un espace vide dans un surtitre de première page. Si je n'ai vraiment rien, le dernier recours, peut-être aussi pour toi, c'est le sac à main. Un examen rigoureux de nos sacs à main révélerait, je pense, 2 ou 3 choses de ce que je ne peux pas nommer autrement que l'exil. Si j'étais sur ma terre natale, terre de naissance, de renaissance, je n'aurais pas le même sac ni les mêmes choses dedans. On pourrait le croire plein à craquer, le sac de quelqu'un toujours prêt à partir, rempli pour un exode possible à tout instant, une déportation, le fusil dans le dos, un départ à l'improviste. Mais non, je n'aime pas partir. De cela aussi je reparlerai. Dans mon sac, j'ai un passeport, la seule pièce d'identité que je possède. Je n'ai pas de carte d'identité ni d'autres papiers faisant foi. J'ai des adresses éparpillées entre les pages du passeport,
dans la poche intérieure, dans la poche centrale, de personnes que je rencontre et que souvent je ne revois pas, des enveloppes et des timbres, et puis bien sûr, des papiers écrits en tous sens, froissés, illisibles, déchirés par des pliures anciennes, un calendrier qui ne me sert jamais, des tickets de train, de petits cartons rectangulaires rigides, rosés, que je garde au hasard des voyages. J'aime les retrouver quand je fouille mon sac et les regarder très attentivement, lire les informations imprimées en noir ou en rouge sur un espace si étroit. Je suis toujours frappée par la quantité de renseignements indiqués, le prix, le tarif, le nom de la gare de départ, le lieu d'arrivée, en gros, au milieu, la classe, la validité, le nombre de kilomètres et des chiffres que je ne sais pas décoder, destinés sûrement au contrôleur. J'ai ainsi Le Mans, Rouen, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Meudon. Je n'aime pas voyager, mais j'aime les gares, les ports, les aéroports, ces lieux de circulation, de passage où je peux, comme dans une brasserie, rester des heures sans projet, sans avoir à partir ou à revenir. Je regarde, j'écoute ou non, on ne me demandera rien et je ne me demanderai pas non plus pourquoi je suis là. Je m'incruste dans ces lieux publics, anonymes, où les codes en vigueur ne m'angoissent pas comme ceux des lieux mondains parisiens où je m'ennuie. Sauf si par un renversement pervers, je me mets en position de passagère à la lisière comme sur le banc d'une gare. Je n'ai pas, après tant d'années, réussi à acquérir la souplesse, l'intelligence qui me permettrait la pratique efficace d'un certain nombre de codes sociaux, culturels, mondains que je connais et qui me précipitent chaque fois dans un mutisme obstiné et stupide. Souvent, j'ai été frappée chez toi par cette capacité que tu as. Je l'ai remarqué chez d'autres femmes en exil, celles qu'on appelait les migrantes. Tu te rappelles d'assimiler et d'utiliser les codes les plus complexes sans s'y conformer totalement, sans servilité. Peut-être la différence tient au fait que ces femmes, dont tu fais partie à mes yeux, ont été polissées par des siècles de culture d'origine européenne, j'entends, culture dominante, alors que les réfractaires dont je serais en partie avec d'autres femmes du tiers-monde, pays en voie de développement, pays en sous- et en mal-développement, auraient été maladivement contaminés par les effets de la colonisation. Qu'en penses-tu? Toi, Nancy, que j'appelle l'anglo-saxonne, pour moi-même femme du Nord, blanche aux yeux clairs, délicate et raffinée, à la fois souple et rigide. À bientôt, Leila. En juillet 1983, Nancy Houston écrit à Leila Sebar. « Chère Leila, cela fait toujours rire les Français, je n'ai pas encore compris tout à fait pourquoi l'idée qu'une Canadienne puisse être berrichonne. Pourtant l'accent d'ici ressemble un peu au québécois, même s'il est invraisemblable qu'il y ait eu, au XVIIIe siècle, une émigration depuis cette province sans la moindre côte maritime. Bien sûr, je ne me sens pas authentiquement berrichonne, pas plus qu'authentiquement parisienne, mais il se trouve que par une série de coïncidences, je suis toujours venue ici pour mes vacances, quasiment depuis que je suis en France. Le premier homme avec qui j'ai vécu à Paris était de Bourges, et ses parents avaient une petite maison à une trentaine de kilomètres au sud de la ville. C'était déjà une coïncidence parce que moi aussi, j'avais eu, quand j'étais étudiante à New York, une passion passagère pour George Sand. J'avais écrit un long devoir sur elle. J'avais même essayé d'écrire une pièce de théâtre sur son séjour à Venise avec le maladif Musset. Elle était tombée amoureuse du médecin italien qui le soignait. C'est donc avec émoi que je suis allée pour la première fois à Nohant et que j'ai visité le château où elle avait vécu, petite fille avec sa grand-mère, et reçu adulte tant de visiteurs prestigieux. Après, puisque l'homme avec qui je vivais était gauchiste, j'ai compris qu'il ne fallait pas aimer George Sand parce que c'était une grande bourgeoise. Et plus tard, le mouvement des femmes m'a appris qu'il ne fallait pas aimer George Sand parce qu'elle était individualiste et opportuniste, ayant travesti son sexe afin d'écrire. Maintenant que j'ai plus de distance vis-à-vis des moralismes gauchistes et féministes, je devrais peut-être relire George Sand pour voir si oui ou non je peux l'aimer, toute seule comme une grande. Bref, deuxième coïncidence, en 1979, je rencontre M.
Et il s'avère qu'il a une maison de campagne située à 15 kilomètres de l'autre, que certains de mes nouveaux voisins connaissent mes voisins d'avant, etc., etc. C'était cocasse. Le premier été que nous avons passé ici, un homme de l'Europe de l'Est et une femme de l'Amérique du Nord qui se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus berrichon. Mots de patois, boudin chaud versus boudin froid, pâté de pommes de terre versus galette de pommes de terre et j'en passe. Nous avons tous les deux la nationalité française et nous n'avons jamais parlé que le français entre nous. C'est notre langue d'amour, mais aussi notre langue d'écriture. Nous faisons tous les deux des fautes, mais pas les mêmes. Ainsi, nous pouvons nous corriger l'un l'autre. Nos accents sont très différents, surtout nos R, que j'ai tendance à racler exagérément, alors que lui les roule, au contraire, sur le palais. Ça m'impressionne de penser qu'on peut rêver, côte à côte, dans deux autres langues, pour se réveiller et se raconter nos rêves dans une troisième, commune. Il est certain que l'étrangéité joue un rôle dans notre entente, je ne dirais pas dans notre attirance l'un pour l'autre, car ce n'est pas d'exotisme qu'il s'agit, mais d'une différence irréductible qui fait que l'autre ne sera jamais complètement connaissable. Cette différence-là ne tient pas seulement à nos langues, après tout il parle très bien la mienne, mais à nos enfances passées dans des pays on ne peut plus dissemblables, auprès d'êtres que l'autre ne connaîtra jamais. Les 1000 expériences ineffables des premières années de la vie, paysages, écoles, colonies de vacances, amis, frères et sœurs, nourriture, chansons, histoires drôles, tout cela doit être médiatisé par la langue étrangère. Et même si l'on se posait des questions pour le reste de notre vie, on n'aurait pas l'impression d'avoir épuisé l'un chez l'autre cette richesse. C'est contre l'illusion de la transparence, peut-être ce que tu appelles l'unité, la réunification, que nous sommes protégés ainsi. Le passé qui appartient en propre à l'autre est devenu en quelque sorte l'emblème de son indépendance, de sorte que dans la vie quotidienne non plus, nous ne cherchons pas à tout savoir, à tout prendre, ni à tout donner à l'autre. Nous sommes des étrangers, rendus proches par je ne sais quel miracle. Cela dit, il est certain que notre fille sera parisienne, comme le sont déjà tes deux fils. Léa est encore trop petite pour que sa socialisation m'ait entraînée dans les ornières de la normalité, inévitable mais terrifiante. Rapports obligatoires avec les parents d'élèves, système scolaire dont j'ignore tout, et où ma marginalité si soigneusement préservée s'effritera forcément. Mais je me souviendrai toujours de mon accouchement parisien. Depuis les fenêtres de la salle de travail, entre deux vagues de douleur, je pouvais contempler au milieu d'un coucher de soleil sanglant la tour Eiffel. Cela me paraissait incroyable, une sorte de conte de fées. Comment était-il possible que j'en sois arrivé là, moi qui suis né au pied des montagnes rocheuses, à vivre ce moment paroxystique avec le symbole universel de la ville-lumière sous les yeux? Qu'est-ce que j'en avais rêvé adolescente de la tour Eiffel? Quand, au lycée, ma prof de français montrait à la classe des photos de Paris, je lui demandais si elle avait vu tout cela de ses propres yeux. L'Arc de Triomphe? Vraiment? Le Moulin Rouge? Le Louvre? Et quand elle répondait que oui, j'aurais pleuré de jalousie. As-tu eu une époque touristique au tout début quand tu es venu vivre à Paris? Moi qui ne pensais y rester qu'1 an, je marchais partout, je visitais tous les quartiers, presque toutes les rues, persuadée que je ne les reverrais plus jamais. Théâtre, parcs, musées, concerts, je consommais tout sans discrimination, me disant, comme se disent les Américains, que j'étais en train d'acquérir de l'expérience. Curieusement, je ne pense pas que même à l'époque, j'ai été francophile. Je n'essayais même pas d'apprendre l'histoire de la culture française, ni l'histoire française tout court, de comprendre à quelles institutions politiques correspondaient ces magnifiques bâtiments qui s'appelaient le Palais de Justice ou l'Assemblée nationale. Tout était également magnifique, du reste depuis le Trocadéro jusqu'au Sacré-Cœur. C'est seulement plus tard que j'ai compris qu'il fallait trouver certains monuments de mauvais goût. Je crois que ce qui me subjuguait, c'était le monumental à l'état pur. Une sorte d'intensité produite par la superposition de plusieurs siècles sur les mêmes lieux. Ces années-là, les premières à Paris, je tenais aussi un journal intime. En fait, j'en tiens un depuis toujours, mais à ce moment-là, il était assez singulier. Pendant ma grossesse l'an dernier, j'ai voulu relire tous ces cahiers disparates afin de faire une sorte de bilan de ma vie
entre Vierge et Mère. Et quel moyen ai-je trouvé pour les relire? Tu l'as deviné? Je les ai tapés, près de 1000 pages de bavardage de jeunes filles. La preuve que la machine à écrire n'a rien de névrotique pour moi. Le journal commence en 1970 en anglais, avec des entrées irrégulières, des bribes de poésie et des états d'âme. 13 ans plus tard, il est entièrement en français et il a à peu près le même contenu, la poésie et la jeunesse en moins. Mais au milieu, vers 1973-1975, il y a eu un crescendo spectaculaire. Je remplissais souvent 10 à 15 pages par jour avec mes impressions détaillées de Paris, des gens que je rencontrais, des idées nouvelles qui m'enthousiasmaient. Et c'est précisément l'époque à laquelle s'est opéré mon changement de langue. Les entrées sont tantôt en anglais, tantôt en français. Parfois la langue change d'un paragraphe à l'autre, voire à l'intérieur de la même phrase. Le processus de mutation est presque physiquement sensible à chaque page. L'un des effets de cette mutation, c'est que les italiques ont peu à peu, elles aussi, changé de bord. Avant, c'était les expressions françaises dans un texte anglais que je soulignais consciencieusement. Et maintenant, c'est l'inverse. Autrement dit, dans les pages que j'écris maintenant, ce sont les mots de ma langue maternelle qui sautent aux yeux, eux qui sont mis en valeur, eux dont le caractère exotique est systématiquement pointé. Ne trouves-tu pas que c'est un peu bizarre? J'ai hâte que tu me parles de l'Algérie, de ton image de la France pendant que tu vivais là-bas, de tes amours et tes haines toutes faites à propos de ce pays. Paris devait représenter pour toi tout, sauf la ville lumière, et être représenté par tout, sauf la Tour Eiffel. Nancy. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che aveva fatto male sta povera creatura? Ma che aveva fatto male sta povera creatura? Ma che c'avete da ridere, portaglie iettatura? Ma che c'avete da ridere, portaglie iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
extraite des Lettres parisiennes, celle écrite le 23 janvier 1984 par Leila Sebar à Nancy Houston. Nancy, sais-tu qu'à mesure que nous nous écrivons, je le remarque ces temps derniers, à force de traquer l'exil, ses signes et ses effets, je me sens prise là-dedans, et par ce jeu de plusieurs mois, forcée dans la retraite que je m'aménage depuis des années. Retraite à tout instant perturbée, et heureusement, parce que je n'aurais plus qu'à vivre en sauvage, seule comme dans un asile. Je suis déjà contrainte à une certaine solitude pour préserver le temps indispensable à ce geste qui me fait vivre et me sépare. Ce geste dont tu parlais dans ta dernière lettre et qui me paraît l'équivalent dans l'ordre domestique d'un rangement de placard ou de vaisselle ou de serviettes de toilette. On se sent mieux après. De la même manière, comme toi, je suis disponible au dehors, aux autres, à moi, quand j'ai au moins écrit 3, 4 ou 5 lignes, pas plus, dans un carnet, un cahier, sur un coin de feuille, dans une journée occupée à survivre ou à vivre ailleurs que dans cette obsession de la trace. La journée n'aura pas été tout à fait perdue. C'est si dérisoire d'avoir noté au bas d'un bulletin du Centre Georges Pompidou, par exemple, « Je suis sûre que la femme au bout du comptoir est une pute algérienne qui dissimule sous des cheveux blonds teints la couleur et la nature africaine de sa chevelure. Elle parle haut et fort avec des hommes, se regarde dans la glace, mord ses lèvres charnues et fait croire aux types qu'ils sont irrésistibles et elle du même coup. » Je voulais te parler justement de ces exils de comptoir que je pratique depuis que je suis en France. En Algérie, j'étais trop jeune pour le faire et lorsque j'y suis retournée l'année dernière, je n'ai pas trouvé de place au comptoir de la grande rue d'Alger. Les hommes s'y pressent, serrés les uns contre les autres. Il reste les sinistres salons de thé où les femmes entre elles se gavent de petits gâteaux sucrés. Donc à ce comptoir des halles, comptoir de nuit et d'épaves jeunes et vieilles, hommes et femmes, j'étais la seule femme avec cette autre femme pour laquelle j'éprouvais à la fois de la haine, de la pitié, de la tendresse, comme souvent lorsque je suis confrontée à quelques mètres à une prostituée. Je pensais à toi et à ta complaisance à l'égard des prostituées. Je me suis toujours étonnée de ta fascination et de ta mansuétude, de ton obstination à ne les considérer que comme des victimes. Mais ta position, lorsque nous en parlions, m'a obligée à réfléchir à ma haine sans mélange, à ce moment-là, pour des femmes qui se laissaient à ce point soumettre et manipuler par des proxénètes qu'elles prétendaient aimer et qu'elles engraissaient. Mes réactions n'étaient pas morales au sens chrétien du terme. Je ne pensais même pas au péché. Je m'indignais d'une inertie, d'une passivité profonde dont je ne comprenais pas les causes. Je ne suis pas sûre aujourd'hui de les avoir comprises, puisque je continue à penser que comme les femmes battues, les prostituées tirent un bénéfice dont on ne parle pas, dont on n'a pas osé parler dans le mouvement des femmes, de leur position, parce que peut-être elles aussi sont dans la manipulation. Et moi qui ai tendance à me sentir concernée par les exclus, jamais je n'ai eu envie de militer à côté des prostituées ou des femmes battues. C'est étrange. Je crois que ce qui me fait peur, c'est d'assister à l'exhibition du féminin millénaire dans l'un et l'autre cas, et dont j'aurais horreur si cela m'arrivait, malgré moi, me prostituer ou être battue, ou être violée. Imagine dans la guerre où l'intégrité du corps et de l'âme risque à tout instant de devenir secondaire. À ce comptoir, cette nuit-là, j'ai regardé cette femme avec insistance. Je voulais qu'elle me fasse un signe de connivence où j'aurais compris qu'elle me disait « Je suis là, mais je suis ailleurs ». J'aurais aimé. Je la regardais et elle savait que je la regardais, puisqu'à plusieurs reprises j'ai saisi son regard, soit en direct, soit dans le miroir, qu'elle me signale qu'après sa comédie de pute, elle viendrait près de moi pour me dire qu'elle prendrait bien un pot avec moi dans un autre café pour qu'on parle, parce qu'elle avait bien vu à mon regard que je l'avais reconnue comme une femme de là-bas, et que peut-être moi aussi, puisque comme elle je me mettais du col aux yeux, j'étais un peu de son pays. Elle me raconterait. Je comprendrais pourquoi elle se retrouvait en bout de comptoir, la nuit, fatiguée, mais il fallait rire, plaisanter, se remettre du rouge aux lèvres. Les hommes aimaient ça, la voir passer son bâton de Dior rouge sang sur sa bouche lourde, un peu trop grande à son avis, mais les clients la trouvaient belle. Pourquoi elle s'habillait en cuir noir serré aux jambes et au ventre? Pourquoi elle portait des bottes à talons trop hauts? Mais il le fallait. Elle aimait les beaux cuirs souples, la soie
Les bijoux, elle ne les mettait pas tous, la plupart restaient dans un coffre à la banque. Quand elle travaillait, c'était avec du toc. Bientôt, elle s'arrêterait pour tenir un bistrot avec une copine du même pays. Mais ici, en France, là-bas, c'était impossible pour une femme. Toute cette petite histoire pour te dire que je n'ai pas osé lui parler. Et lorsqu'elle a quitté le café, elle est passée près de moi, m'a souri en disant « Bonsoir tout le monde !» Elle est sortie. Elle avait beaucoup de sacs comme les femmes qui transportent leur maison avec elles. Je n'ai pas couru derrière elle pour lui dire « Mais lui dire quoi ?» Je ne savais plus. J'ai eu peur qu'elle refuse mon geste, qu'elle se moque de moi pour se protéger contre les hommes qu'elle venait de quitter et qui la suivaient des yeux, accoudés au comptoir près de la caisse, comme dans un film. J'ai pensé, comme chaque fois, je reviendrai. Et si elle est là à nouveau, je lui parle. J'irai dans 1 mois ou 2, elle ne sera pas là. Il y aura comme souvent des filles arabes, jeunes et jolies, des filles de banlieue qui se font offrir à boire par des petits blancs paumés et frimeurs. 1 sur 2 se prostituera. L'autre trouvera un de ces petits blancs un peu faibles qui lui fera un enfant qu'elle abandonnera parce que le père aura disparu sans laisser d'adresse. Les hommes près de la caisse ont parlé d'elle, ils ont ri et ils se sont mis à jouer au 421. Leïla Sebar vit à Paris. Elle s'attache désormais à explorer l'exil, ses différentes formes et ses effets poétiques et politiques dans ses romans et ses nouvelles, en même temps qu'elle s'exerce au récit autobiographique avec d'autres auteurs dans plusieurs recueils sur l'enfance. Elle publie aussi des récits d'un voyage immobile, avec textes et images sur les 2 rives de la Méditerranée où se croisent l'Algérie et la France. Chercheuse en littérature et en sciences sociales, avant d'être un auteur de fiction, Leïla Sebar est l'une des spécialistes de l'immigration maghrébine, de l'intégration, de l'histoire coloniale algérienne et de son incidence sur les comportements actuels, côté français comme algérien. Parmi les titres de ses romans, Enfance des Français en Algérie, Le pays natal, Je ne parle pas la langue de mon père, Fatima ou les Algériennes au square, Une enfance juive en Méditerranée musulmane. Nancy Houston vit elle aussi à Paris. Les Variations Goldberg, ce fut son premier roman en 1981, mais celui qui lui a permis d'acquérir la notoriété fut en 1991, Le Cantique des Plaines. Auteur de 14 romans, de 7 livres de jeunesse, de nombreux essais, de chansons, Nancy Houston est aussi musicienne, flûtiste et claveciniste. Elle aurait aimé ajouter une corde à son arc, chanter, à l'image d'Angélique Ionatos. Nancy Houston fut pendant de longues années l'épouse du philosophe Tsvetan Todorov, disparu en février 2017. Ils avaient écrit ensemble Le Chant du Bocage, un livre sur le Berry où ils possédaient une maison dans laquelle ils aimaient se retrouver. Romancière, essayiste, libre, amoureuse des mots et du langage, douce et violente, sensuelle et captivante, elle porte un regard sans concession sur le monde qui nous entoure et dans son dernier roman, Le Club des miracles relatifs, aux éditions Actes Sud, elle dénonce la manipulation, les intérêts économiques qui brisent l'humanité, l'écologie mise à mal, la situation des prisons aux États-Unis, la fiction qui est si proche de la réalité et qui glace le sang. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.